commandement du combat futur à son podcast intitulé sobrement Combat futur. Bienvenue compagnons auditeurs et plongeons-nous dans le passé pour saisir le tourbillon d'une jeunesse bien particulière. Notre invité, un historien, amoureux d'une épopée. François Broche, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de « Il n'avait pas 20 ans, la révolte des jeunes, 1940-1944 » chez Talandier. Prix littéraire de l'armée de terre Erwan Bergot 2023, excusez du peu. Alors François Broche, tout d'abord, vous êtes écrivain, historien. Qu'est-ce qui vous a mu vers cette passion ? Cette passion, oui, je crois que le mot est juste, je le reprendrai. C'est le mot qu'employait Jean-Louis Crémeux-Briac dans son Histoire de la France libre. Il disait que la France libre était une passion pour lui. Cette passion m'a été inspirée tout simplement parce que je suis le fils de mon père, qui était un officier de l'armée coloniale, qui est en poste à Tahiti en 1939 et qui en 1940, refusant l'armistice, a souhaité continuer la lutte aux côtés des Anglais, sans du tout avoir connaissance de l'appel du 18 juin. À partir de ce moment-là, il a formé un bataillon de volontaires, d'abord à Tahiti, ensuite à Nouméa, parce qu'entre-temps, il avait eu connaissance de l'appel, et le général de Gaulle l'avait nommé commandant supérieur des troupes du Pacifique à Nouméa. Donc, à Tahiti et à Nouméa, il a formé le bataillon du Pacifique, qu'on appelait plus familièrement le bataillon des guitaristes. Il l'a entraîné en Australie, il l'a conduit au feu, au Moyen-Orient. Hélas, il est mort à Bir Hakeim à la veille de la sortie. Donc, c'est en quelque sorte une passion d'origine héréditaire ou biologique. Et mon premier livre a d'ailleurs été consacré à l'histoire du bataillon du Pacifique. Il a été préfacé par le général Koenig, qui est d'ailleurs mort le jour de la sortie du livre, en 1970. J'ai continué à défricher ce domaine. J'ai publié ensuite une histoire de l'armée française en 3 volumes, l'armée française sous l'occupation. J'ai publié une histoire du groupe Lorraine, les bombardiers de la France libre. Donc j'ai tracé mon sillon dans ce domaine-là. J'ai également co-dirigé avec mon ami Jean-François Murassiol, historien de la France libre, un dictionnaire de la France libre paru dans la collection Bouquins. Donc proximité avec la France libre et inévitablement proximité avec les Français libres. Parce que j'ai été voir mes chers Tahitiens et Calédoniens sur place au cours d'un périple dans le Pacifique. Et j'ai fréquenté à Paris, le général Koenig, j'étais très jeune, mais enfin, il m'aimait bien parce qu'il avait bien aimé mon père, dont il parle de façon très élogieuse dans son grand récit sur Bir Hakeim. Et j'ai fréquenté d'autres figures de la résistance de la France libre que j'aimais bien recueillir leurs récits déjà. Et certains apparaissent dans ce livre comme Henri Cochard, qui était un formidable passeur de mémoire, Pierre Lefranc, que j'ai beaucoup vu dans le cadre de la Fondation Charles de Gaulle, et également Louis Cortot, qui était un résistant communiste que j'aimais beaucoup. J'ai fréquenté également d'autres figures, Pierre Messmer, j'ai très bien connu et approché Pierre Messmer. J'ai beaucoup fréquenté Marie-Madeleine Fourcade également, qui était une personnalité hors norme. Le général de Boissieu, Hubert Germain. J'ai d'ailleurs retrouvé sur mon téléphone, il n'y a pas longtemps, le dernier message qu'il m'a envoyé, quelques semaines avant sa mort. Voilà, c'est pour vous dire, Jean-Louis Crémeux-Briac, qui était un ami, c'est proximité avec la France libre et avec les Français libres. Et donc, j'ai été frappé, je crois que l'élément déclencheur de ce livre, c'est une phrase de Pierre Brossolette qui m'a toujours beaucoup fasciné. Il l'a prononcée pour le 3e anniversaire de l'appel à Londres, à l'Albert Hall de Londres, le 18 juin 1943. Et c'était un hommage à tous les morts de la France combattante. Alors, il a une formule qui est très imagée, qui est une image d'Épinal. Les colonels de 30 ans, les capitaines de 20 ans et les héros de 18 ans. Et il a cette formule qui m'a beaucoup frappé. Il dit que la France combattante, la France libre, n'a été qu'un long dialogue entre la jeunesse et la vie. Voilà, rapprocher ces deux notions, la jeunesse et la vie. Donc, en dehors de tout engagement politique, de toute velléité de s'engager dans un combat militaire, la jeunesse et la vie. Voilà, c'est ces deux. Et associer la jeunesse à ce combat, c'était également l'idée de Jean-Louis Crémeux-Briac, puisqu'il dit dans sa grande histoire de la France libre que ce mouvement a été d'abord une aventure collective de jeunes gens. Voilà, c'est ce facteur de la jeunesse qui m'a intéressé, qui m'a permis d'aller plus loin et d'écrire ce livre finalement, qui n'est qu'une sélection de portraits. Il y a une 21 chapitres
dont 5 consacrés à des groupes. Et puis 18, 9 et 9, 18, j'ai respecté la parité, 9 garçons et 9 filles. Alors pourquoi avoir choisi c'est pas des biographies, c'est des portraits, hein, c'est ça? Ce sont des portraits, ce ne sont pas des biographies, ce sont des portraits. J'en ai connu certains, dont je recueille les témoignages, notamment Henri Cochard, parce que Cochard était une personnalité formidable, parce qu'il était d'une modestie extraordinaire. Et en même temps, il avait, non pas la science infuse, mais il avait l'art de retracer le combat sans jamais se mettre en avant. C'était toujours un hommage à ses camarades, un hommage à son grand chef, le général de Gaulle. Il dit d'ailleurs, je le rapporte dans ce livre, nous étions une poignée de jeunes, des camarades, il y avait une solidarité qui n'avait rien de contrainte, avec un grand chef qui coiffait le tout. Et Cochard, je l'ai souvent vu, je l'ai beaucoup fréquenté, et je l'ai souvent vu parlant à des auditoires de jeunes, et il était passionnant parce qu'il parlait simplement. C'était pas du tout un discours d'ancien combattant. C'était un discours d'homme lancé dans une aventure et qui en tirait des leçons, mais des leçons très simples. Comme le faisait Louis Cortot d'ailleurs. Louis Cortot, qui a eu un engagement, qui était lui un FTP, c'était un résistant d'obédience communiste. Il était resté fidèle à son idéal de la jeunesse. Mais c'était son mot, il recommandait, je me souviens d'une réunion à l'Élysée pour la remise des prix du concours national de la résistance aux jeunes lauréats. Et Louis Cortot avait été invité par le président de la République pour faire son petit discours, rappelant son itinéraire, et qui se terminait par des conseils très simples, qui avaient une force élémentaire. Il disait qu'il appartenait à un monde où il n'y avait pas de gaz et d'électricité dans les maisons, il n'y avait aucun confort. Il était originaire d'un petit village de la Côte d'Or, près de Dijon. Il disait, mais nous avions bien plus que ça, une richesse beaucoup supérieure à tout ça, c'était un idéal. Voilà. J'ai voulu rapporter ces propos simples qui mis ensemble, m'apparaissent constituer une synthèse très forte de l'engagement et inhabituelle, parce qu'il n'y a pas de grands mots, il n'y a pas de grands discours, de grandes références. Discours très simples. Alors votre ouvrage s'appelle « Il n'avait pas 20 ans ». Quand on a entre 15 et 20 ans et on entre en résistance ou dans les forces françaises libres, est-ce qu'on est pris au sérieux au départ ? Non, généralement on n'est pas pris au sérieux. Henri Cochard entend l'appel du 18 juin et il décide à la minute même de rallier de Gaulle. Le soir même du 18 juin, il habite dans un village du Poitou, il est le fils d'un médecin du village, donc d'un milieu tout à fait bourgeois, et il cache à ses parents son projet. Il prend sa bicyclette et il se rend, en une journée, il y avait 100 km ou plus, il se rend à La Rochelle avec sa bicyclette et il se promène sur le port, et il cherche un bateau qui se rend en Angleterre. Et chaque fois, on le traite de galopin. On lui dit non, galopin. Il dit d'abord, si on te prend toi, on va pas prendre ton vélo. Alors tâche de prendre ta bicyclette. Et finalement, il a réussi à prendre place dans un chalutier, mais il est resté. Le galopin est un mot. J'en fais le titre de mon chapitre, quoi. C'est l'indomptable galopin. C'est un mot qui lui est resté collé à la peau. Jusqu'au bout, il est mort nonagénaire, victime hélas du Covid. Mais jusqu'au bout, il est resté un homme spontané, simple, mais en même temps avec un discours très, très dynamique. Cochard est un cas parmi d'autres, mais surtout les jeunes filles qui voulaient se lancer dans la résistance. D'abord, elles étaient obligées de cacher leur volonté de s'engager à leur famille, et ensuite, elles n'étaient pas prises au sérieux, à commencer par les Allemands eux-mêmes. Et Odile de Vasselot, il raconte que les Allemands ne pouvaient pas penser que des très jeunes filles, et il y en a une dont je raconte l'histoire qui avait 12 ans, pouvaient être des membres de la résistance. Donc il y avait, en plus, ils étaient plutôt sensibles à la beauté des jeunes filles. Madeleine Riffaut est entrée en résistance parce qu'elle s'est fait importuner par un groupe de soldats allemands sur le quai de la gare d'Amiens. Elle a été sauvée par un officier qui a à la fois chassé les soldats allemands et qui l'a chassée, elle, d'un coup de pied aux fesses. Elle a dit d'ailleurs, Madeleine Riffaut qui vit toujours, cette formule, elle a gardé cette verdeur de langage, elle dit « Pour moi, la résistance, ça a commencé par un coup de pied au cul ». Donc les jeunes filles n'étaient pas prises au sérieux, et pourtant, elles étaient d'une efficacité exceptionnelle. Autre choix dans ce livre, c'est un florilège par année, quelque chose de chronologique. À quoi c'est dû ?
Oui, j'avais pensé à faire d'abord une galerie de portraits de garçons, puis une galerie de portraits de filles, puis également mettre des groupes dans une autre partie. Mais bon, mon éditeur a trouvé qu'il était beaucoup plus simple de présenter par année, de commencer par le 1940. Ce qui est toujours, bon, la chronologie est toujours plus claire, mais en même temps, ça permet de voir qu'ils ne s'engagent pas dès 1940, parce qu'en 1940, ils sont trop jeunes. On va s'engager jusqu'au bout. 43, en 44, on s'engage encore, quoi. Donc, mais bon, ça permet de mettre un petit peu d'ordre dans les idées du lecteur, voilà, de leur donner des repères chronologiques. Alors, est-ce que ces moins de 20 ans ont été mis un peu de côté dans l'historiographie officielle? Longtemps, oui, on n'en a pas parlé. Pour une raison très simple, c'est que pendant très longtemps, on a raconté l'histoire de la Résistance et de la France libre en privilégiant les premiers rôles, en privilégiant dans la Résistance les chefs de réseau, en privilégiant les officiers qui venaient de l'Empire. Ça reposait, l'histoire était faite à travers les chefs des réseaux et des régiments. Mais petit à petit, l'historiographie s'est affinée, s'est ouverte à de nouvelles sources, à de nouvelles archives. Il a bien fallu reconnaître que, en même temps, les associations de résistants étaient très actives dans le domaine mémoriel. Donc on a oublié les lacunes de l'historiographie traditionnelle. Donc on a remis en honneur, et plusieurs livres sont sortis sur les jeunes résistants, et on a remis surtout en honneur les jeunes résistantes, qui ont eu un rôle essentiel, non pas au premier plan. Rares étaient les chefs de réseau. Parmi les filles, bon, il y en avait quelques. Marie-Madeleine Fourcade était chef de réseau Alliance. 2, 3 femmes avaient des responsabilités dans certains réseaux, mais c'était quand même les femmes qui faisaient marcher la machine. Claire Andrieux, qui est une historienne de la résistance féminine, a une formule, elle dit que les femmes ont érigé les tâches ménagères au rang de devoirs patriotiques, de missions patriotiques. Les femmes faisaient marcher la machine, pas seulement parce qu'elles préparaient à manger, mais parce qu'elles servaient d'agents de liaison. Josette Torrent a 12 ans, et son père est malade, son père est agent de liaison d'un réseau, il est malade un jour, il lui confie la mission d'aller porter un message. Elle a 12 ans, c'est-à-dire qu'elle est totalement inconsciente du risque qu'elle court. J'ajouterais que son père est également inconscient du risque qu'il fait courir à sa fille. Donc, mais elle se lance dans l'aventure, voilà, sans penser au risque couru. Une fois qu'on est engagé dans ce combat, d'après les témoignages que j'ai recueillis, à la limite, on sait qu'on court des risques, mais on n'y pense pas. Voilà. Il y a une volonté de ne pas tenir compte des risques, qui est très frappante chez tous. Parce qu'ils se sont engagés dans un combat. Le général Simon a eu un jour, l'ancien chancelier de l'Ordre de la Libération, ancien de la Légion, m'a eu un jour cette formule: la mort faisait partie du contrat. Donc on le savait, mais on le mettait entre parenthèses. On n'y pensait pas. Parce qu'on s'est lancé dans un combat où on acceptait le risque. Justement, quel était le message, et quel est même encore le message que portent ces jeunes d'alors, qui peuvent pourtant avoir des opinions, vous l'avez dit tout à l'heure, totalement différentes? Je veux rappeler le mot de Louis Cortot, on avait un idéal, j'avais un idéal. Il y avait, j'ai été frappé également par une phrase, une interrogation de Pierre Laborie, qui est un grand historien des mentalités sous l'occupation, qui, au détour d'une phrase, pose la question « Pourquoi risque-t-on sa vie pour une cause collective ?» Quand on lit cette question, on est impatient de connaître la suite pour avoir sa réponse. Et sa réponse est la suivante, et il n'y a pas de réponse. Il conclut « Cela reste une énigme ». Et il me semble que les jeunes résistants dont je parle dans ce livre ont apporté leur réponse à cette énigme. Elle tient en quelques mots le refus, la contestation, l'insoumission, l'intransigeance, pas de compromis, mais aussi le courage, bien sûr, et il me semble l'obéissance à une éthique qui les dépassait. Et je cite également une formule de Jean-Pierre Vernant, qui est un compagnon de la Libération, qui était le chef départemental de l'armée secrète à Toulouse. Il dit ceci: « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue s'il n'y a pas en elle quelque chose qui la dépasse. » Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs. Mais les valeurs, je ne suis pas très fanat de ce mot, parce que les valeurs dépendent souvent des circonstances, des époques. Aujourd'hui, on affirme que les valeurs sont un absolu, mais on a du mal à définir exactement les valeurs. Je propose de remplacer le mot « valeur », qui est respectable, mais qui ne me paraît pas traduire tout à fait la mentalité de ces jeunes, par un mot beaucoup plus simple, c'est l'instinct vital. Et l'instinct vital, il ne dépend pas des époques ou des périodes ou des philosophies. Simplement,
L'instinct vital, c'est celui de Germaine Tillon qui entend le discours du maréchal Pétain le 17 juin, appelant à la cessation des combats, et qui vomit. Elle a une réaction viscérale, elle vomit. L'instinct vital, c'est le refus de l'inacceptable. C'est insupportable, on ne peut pas l'accepter. Donc c'est une réaction à la fois viscérale et en même temps aussi morale. Henri Cochard dit, pour expliquer son engagement, il dit je ne veux pas être l'esclave du fou qui a écrit Mein Kampf. Voilà, c'est un refus total, définitif, immédiat. En même temps, bon, est-ce qu'on peut donner des conseils aux jeunes générations? Non. C'est à chacun de trouver sa voie. Enfin, peut-être que si on est éclairé par ces parcours, qui encore une fois ne sont pas des parcours d'icônes, de saints, de héros surhumains, ce sont des parcours de gens ordinaires. Il y a une phrase de Louis Cortot que j'aimais bien, que le journaliste du Monde, Benoît Opka, a pris comme titre pour son recueil d'entretien avec 15 compagnons, « Nous n'étions pas des héros ». Voilà. Tous, j'ai toujours entendu cette phrase chez les résistants, ils n'étaient pas des héros. C'était d'ailleurs l'esprit du général de Gaulle. Quand il accueillait les volontaires à Londres, il ne les félicitait pas. Il leur disait « Je ne vous félicite pas parce que vous n'avez fait que votre devoir ». Et Pierre Lefranc me racontait qu'il l'a vu pour la première fois à Gibraltar, lorsque de Gaulle venait de Londres. Il a fait escale à Gibraltar pour aller à Alger. Et donc, ils étaient une poignée de jeunes. De Gaulle les a reçus. Et il a commencé par leur dire « Je ne vous félicite pas, vous l'avez fait ». Et Lefranc a dit quand même « On l'a eu mauvaise, quoi. On aurait bien aimé quand même être un petit peu félicité, quoi. Un petit peu avoir des éloges. » Eh bien, on n'en a pas eu. Alors pour ce livre, il n'avait pas 20 ans, La révolte des jeunes 1940-44 chez Talandier. Vous avez reçu le prix littéraire de l'armée de terre Erwan Bergau. Alors en quoi cela vous touche-t-il tout particulièrement? Ça me touche très particulièrement parce que j'étais un ami très proche d'Erwan Bergau et de son épouse Janine Ballan, qui était éditrice. Erwan a d'ailleurs dédié son grand récit de la bataille de Bir Hakeim à mon fils, qui était un petit garçon de 10 ans, pour qui il avait beaucoup d'affection. Erwan écrivait en ouverture de son livre « En souvenir du colonel Félix Broche, son grand-père, tué le 9 juin 1942 à Bir Hakeim, et de tous ceux qui, comme lui, ont accepté de mourir pour que les jeunes des générations futures puissent vivre dans l'honneur, dans la liberté et dans la paix. » Mes liens avec Erwan, d'ailleurs, j'ai été plusieurs fois nominé, comme on dit, pour le prix Bergau pour des précédents livres. Je ne l'avais pas eu, mais c'est normal. C'est la noble certitude du sport. Et je trouve en même temps assez touchant qu'il m'ait été décerné pour le 30e anniversaire de la mort d'Erwan. Il est mort en 93, il m'a été décerné en 2023. Donc voilà, il me touche beaucoup parce que Erwan était un ami. Janine Bergau a édité plusieurs de mes livres. Pour moi, c'est pas une récompense ordinaire, le prix Bergau. François Broche, merci. On vous retrouve au Salon du Livre de l'Armée de Terre dans la Cour d'honneur des Invalides où vous dédicacerez votre livre les 21 et 22 septembre 2024. Combat futur s'est nourri de l'expérience de ces très jeunes anciens. Oui, la valeur n'attend pas le nombre des années. Retrouvons-nous donc bientôt.